Bonjour tout le monde. Merci d'être là pour le 6e webinaire, la grande tournée avec le Consorzio di Tutela del Soave. On a avec nous la Chambre de commerce italienne au Canada, Roxana Cirtea et Daniel Véron. Et on a avec nous aussi Chiara Mattiello, gérante marketing et communication pour le Consorzio de Soave. Elle va nous adresser un mot de conclusion à la fin. On va tout de suite laisser la parole à Michel pour débuter la formation. Merci Catherine, merci Roxana, Daniela, Chiara. Je voulais commencer par vous poser une question. Vous allez devoir allumer mon micro, mais je suis curieuse. Quand on vous dit Soave, est-ce qu'il y a des images qui vous viennent en tête? Qu'il y a une idée en tête que vous avez lorsque vous pensez à Soave? Il ne faut pas être gêné. Imaginez qu'on est dans une classe en ce moment. Vous allez me répondre automatiquement. Géraldine, tu souris, je pense que tu as la réponse. Non, mais Soave, c'est fluide, c'est doux, ça sent bien. C'est chantant. Quoi? Puis en style de vin, est-ce que vous associez ça à un type de qualité, à un style de vin en particulier? Ben, des vins très plus floraux que ce qui se fait habituellement en Italie. Moi, ça serait un peu ça, la typicité que je vois du Soave quand même. T'sais. Je dirais gouléant. Gouléant, OK. Cool. Je vous pose la question, puis là, bon, ça démontre qu'on est dans un marché au Québec et vous êtes éduqués, donc ça promet. Parce que pendant longtemps, lorsqu'on parlait de Soave, souvent on avait une image, en tout cas, moi, il y a 20 ans, quand j'ai commencé dans ma carrière, dans le marché, on avait plutôt des Soave, on avait accès à des Soave d'entrée de gamme qui avaient une tendance à être très neutres. Puis on n'avait pas toujours les meilleurs Soave dans le marché qui nous démontraient vraiment le potentiel de la région. Et je me souviens quand j'ai fait mon cours de sommellerie en 2002, 2003, j'étais obsédée par le Soave parce qu'on venait de recevoir quelques Soave vraiment de qualité avec des bons producteurs, dont Inamia, Pierre Opan. Et là, en fait, je me souviens, un été, j'ai bu que du Soave, parce que là, j'essayais avec tous les accords mes vins. C'était une révélation que le Soave pouvait être autre chose que justement les vins génériques qu'on avait à l'époque. Et je pense que lorsqu'on regarde, on va regarder un petit peu l'histoire du Soave, mais lorsqu'on regarde la qualité aujourd'hui, la qualité du Soave s'est grandement améliorée. On a de beaux producteurs, puis on est vraiment chanceux au Québec. On a une belle sélection. Vous êtes des agents, il y a encore plein de places à en importer plus. Mais après le webinaire de ce matin, si vous n'avez pas eu la chance d'aller à la SAQ pour acheter quelques-uns de ces vins, je vous encourage à le faire. Chaque fois, je m'assois et je dis « Wow, ces vins-là sont hyper versatiles. » Puis, on va voir pourquoi. Donc, vraiment un petit bijou de l'Italie. Donc, je suis vraiment contente de présenter cette région qu'on met souvent trop dans un même bateau. On va regarder ici, la région, elle est située où? C'est en Vénétie. La Vénétie. Pendant longtemps, les Pouilles et la Sicile, c'était une bataille entre les Pouilles et la Sicile pour à savoir quelle région produisait le plus de vin. Aujourd'hui, c'est la Vénétie. Donc, la Vénétie, il y a beaucoup de plaines, donc il y a beaucoup d'IGP. Nous, on s'en va vraiment dans une appellation DOC, DOCG de Soave. J'ai pensé vous mettre... on ne regardera pas au complet, mais j'aime beaucoup la petite vidéo que je vais vous présenter parce que vous allez comprendre la géographie. Vous allez voir les montagnes au nord, vous allez voir la mer qui est plus à l'est, vous allez voir la rivière Pô. Donc, on va voir la partie, je vais arrêter la vidéo parce que après ça parle d'autres choses, puis c'est en italien, mais je voulais juste vous montrer vraiment cette partie.
Voilà. Oups. Donc, vous avez bien vu, hein, on voit vraiment là, que c'est des collines. On a beaucoup de collines, puis entre les collines, on a des vallées, on a des plaines. Donc, on va avoir beaucoup de microclimats. On va avoir différentes altitudes. On a les montagnes qui sont au nord, hein, qui nous amènent des vents, qui nous amènent, en fait, qui nous protègent, mais aussi qui nous donnent... les nuits sont assez fraîches. On a des étés qui sont assez chauds avec de la pluie parfois. On a des hivers qui peuvent aussi être assez froids. C'est vraiment un climat idéal pour la vigne. On regarde au tableau ici, on a 2870 viticulteurs et 190 vignerons. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de viticulteurs qui vont envoyer leurs raisins, qui vont vendre leurs raisins, beaucoup à des coops. Donc, les coops sont très importantes dans la région. Puis, parfois aussi, les vignerons vont acheter de d'autres viticulteurs. Il y a beaucoup de viticulteurs qui vendent aux coops. Et on a 50 embouteilleurs. Donc, ça vous donne un petit peu le topo de la région. Alors, c'est toujours intéressant de se rappeler qu'en Amérique du Nord, on est beaucoup obsédé par les cépages. Vous le savez, les consommateurs agissent encore par cépage. Mais au Québec, on a cette affinité avec le vieux monde, ce qui fait que depuis longtemps, on a sur nos étagères des vins d'appellation d'un peu partout en Europe. Donc, lorsque les gens se dirigent vers le Soavé, c'est pas parce qu'ils veulent goûter un Garganega. Donc, on n'aura pas besoin de mettre le Garganega sur l'étiquette. 70%, donc les lois, on a besoin de 70% minimum de Garganega, 30% minimum de Trebbiano de Soave. Est-ce qu'il y en a qui connaissent plein de formes de Trebbiano? Donc, le Trebbiano, c'est un peu un mot qu'on a donné à plein de cépages, en fait, en Italie. Si on regarde le Trebbiano de Toscana, c'est le cépage blanc le plus planté en Italie. Okay? Là, c'est vraiment, on ne parle pas de ça parce que le Trebbiano Toscana, c'est un cépage qui est inférieur en qualité, en général, qu'on va souvent mettre en assemblage, qu'on retrouve vraiment du nord au sud de l'Italie parce qu'il préserve son acidité. Mais ce n'est pas un cépage très qualitatif. Et à une époque, le Trebbiano de Toscana était permis dans l'assemblage du Soave. Aujourd'hui, il ne l'est plus permis. On n'a que le Trebbiano de Soave, en fait, qui est très, très supérieur en qualité. Hein, et en fait, c'est le Verdicchio. Donc, si vous connaissez le Verdicchio, on change de nom quand on déménage de région. Donc, le Verdicchio, c'est la même chose que le Trebbiano de Soave. Donc, et on aura le droit à un maximum de Trebbiano de Soave, un peu de Chardonnay si on veut. Puis je ne l'ai pas mis ici, mais on a le droit aussi à un 5%, dans ce 30%, on a le droit aussi à un 5% de d'autres cépages indigènes autochtones de la région qui peuvent se retrouver là. Mais il y a beaucoup de Soave. Si vous regardez les fiches techniques des producteurs que vous allez retrouver, on retrouve beaucoup de producteurs qui vont se pencher sur le Garganega, pardon. Donc, vous pouvez avoir un 100% Garganega. Et ça le reflète dans les plantations, hein, on le voit, on a beaucoup plus d'hectares de Garganega de plantés que les autres cépages. Et le chardonnay, qui n'est pas nécessairement autochtone de la région, demeure en petite quantité dans les vins et aussi en termes de plantation. Alors, ça donne quoi comme type de vin, le Garganega? Je dis toujours, c'est comme n'importe quoi. Hein? Si on traite mal un cépage, on n'aura pas beaucoup de qualité de ce cépage-là. Donc, l'essentiel pour le Garganega, c'est un cépage que si on ne contrôle pas les rendements, il va produire naturellement beaucoup. Hein? Si vous pensez au Sauvignon blanc, par exemple, là, en Nouvelle-Zélande, on l'a vu, si on ne contrôle pas la viticulture, ça devient comme un afro. Le Garganega, naturellement, c'est une vigne qui produit beaucoup. Donc, la clé pour les producteurs, c'est de contrôler les rendements, travailler avec la viticulture pour qu'on ait la meilleure expression de ce cépage-là. C'est un des cépages les plus anciens d'Italie. C'est vraiment adapté dans la région de Soave. C'est un magnifique cépage. Et c'est un cépage qui, aujourd'hui, parce qu'il est là depuis si longtemps, on retrouve justement plein de variations de clones et de mutations, en fait, parce qu'il est là depuis si longtemps. La peau est assez épaisse, ce qui nous aide parce qu'on a la rivière Pau qui n'est pas très loin, comme vous l'avez vu au tout début. Donc, ça va nous amener une certaine humidité. Donc, le fait que la peau soit plus épaisse nous aide justement à nous protéger contre la pourriture. Donc, ça, c'est un avantage.
ce qui est intéressant, bon, c'est un cépage qui mûrit assez tardivement, qui va préserver son acidité. Et c'est un cépage qui je trouve que pour moi, le Garganega, on retrouve toujours des arômes de poire, d'amande au rendez-vous, mais après, on va avoir une expression qui va varier selon le type de sol. Donc, si on se retrouve on va voir tout à l'heure les sols, là, mais il y a 2 grands types de sols dans la région. On parle des sols volcaniques, on a du basalte, et on a des sols plus calcaires. Et donc, lorsqu'on retrouve le Garganega sur les sols volcaniques, on va avoir une expression beaucoup plus minérale, une trame plus minérale, une trajectoire plus minérale, alors que calcaire, on est plus sur des fruits exotiques, un petit peu plus aromatiques. Donc ça, c'est intéressant lorsque vous avez la chance. Et parfois, il va y avoir des producteurs. On va parler de Pierre Aupan tout à l'heure, par exemple. Il y a des parcelles sur les deux. Il y a des parcelles sur du calcaire et sur des sols volcaniques. Donc, c'est toujours intéressant lorsqu'on a la chance de goûter d'un même producteur le soivé qui est issu de 2 types de sols différents. On peut vraiment comparer l'expression différente du Garganega. Donc, ça, c'est très, très intéressant. Est-ce qu'un est mieux que l'autre? Absolument pas. C'est juste des expressions complètement différentes. Donc, ça, c'est ce qui fait la beauté de la chose. Et il est trop petit ici, mais il faut se rappeler du potentiel de vieillissement. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà eu le bonheur d'avoir des soivés avec un certain vieillissement? Non? C'est sûr que le soivé d'entrée de gamme, on va regarder les appellations tout à l'heure, c'est sûr que le soivé d'entrée de gamme, il est fait après, il est prêt à boire maintenant, c'est son but, mais lorsqu'on arrive dans les crus, qui sont issus de parcelles avec des rendements plus faibles, on va retrouver des bijoux qui ont un potentiel de vieillissement. Puis, on va y revenir à la fin parce que moi, je vais déguster puis je vais vous parler un peu de ces vins-là. On a un vin à la fin qui est issu de très, très vieilles vignes, qui a déjà quelques années d'âge, puis on commence à voir à quel point c'est rond, à quel point il y a des notes de noisettes, presque de noisettes rôties qui s'installent, et le côté minéral devient encore plus présent. Donc, c'est vraiment... Puis ça, on l'oublie. Hein? On a tendance à oublier, en général, que les grands vins italiens peuvent vieillir. Et le Garganega, qui a une acidité, et le Verdicchio, hein, ce qu'il faut comprendre, le Trebbiano de Soave. Trebbiano de Soave, c'est un cépage qui mûrit plus tôt, qui a beaucoup d'acidité. Et qu'on est plus sur des arômes citronnés, d'agrumes, de fenouil, mais surtout une acidité, beaucoup d'acidité malique. Donc, cette acidité malique va venir, si on le met en assemblage avec le Garganega, aussi contribuer au potentiel de vieillissement, parce que le Trebbiano de Soave a aussi un potentiel de vieillissement. Donc, gardez ça en tête, les grands Soave, ça vaut la peine d'en acheter ou d'en importer, puis de communiquer ça aux gens, parce que c'est des vins de gastronomie aussi. On va y revenir aussi plus tard. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'ai commencé mes cours dans le vin, j'étais sur les bancs d'école, je suis encore sur les bancs d'école, on est des éternels étudiants. On disait toujours qu'il y avait deux types de viticulture. Il y avait les pergolas, puis on dit « Ah, les pergolas, ça, c'est moins bon. » Puis on a les terrasses ou guillots, hein, pardon, pas les terrasses, mais les guillots cordon. Ça, c'est mieux. Si on veut de la qualité, on va aller plus vers le cordon, le guillot, alors que les pergolas, comme vous voyez à gauche, c'est moins qualitatif, ça promeut plus de quantité, par exemple. C'est pas si noir et blanc que ça, et en fait, on pourrait voir le contraire lorsqu'on a la chance d'aller et parler à des vignerons. Il y en a beaucoup qui privilégient pour plein de raisons le pergola. Le pergola, la difficulté, c'est toujours de savoir comment faire la taille. La taille des vignes du pergola est beaucoup plus compliquée. J'avais une dame à un moment donné où j'ai passé la journée avec elle dans les vignes, puis elle m'expliquait la taille est compliquée, mais puis elle avait des vieilles vignes de 100 ans de pergola, puis elle me disait « Michel, si tu me donnais le choix aujourd'hui, si ma vigne meurt et que je replante en guillot ou en cordon, je vais encore choisir le pergola. Parce que pour moi, il y a plein d'avantages. Évidemment, c'est complexe tout ça, mais ce que je veux dire, c'est allez pas nécessairement tout de suite aux conclusions. Pergola, quantité,
c'est pas nécessairement ça. Donc, on retrouve vraiment ces deux types de viticulture-là dans la région. Et il y a des producteurs qui vont avoir les deux, qui vont avoir des pergolas, puis qui vont avoir d'autres qui vont être plus sur le guillot ou le cordon. On va avoir aussi, on a vu tout à l'heure, lorsqu'on a vu la petite vidéo, on a des plaines. Et sur les terrasses, ben, l'érosion peut être une difficulté. Donc, les producteurs vont travailler, vont avoir différentes techniques pour essayer de prévenir l'érosion. Puis on va souvent avoir aussi guillot, cordon, mais les terrasses, c'est 16%. Généralement, on va avoir, et encore là, ça dépend de la viticulture que le producteur fait. En général, on aura des plus faibles rendements sur les terrasses. C'est un peu partout dans le monde. Hein. Ça, surtout qu'on est sur des collines, généralement, naturellement, les rendements sont un petit peu plus faibles que sur les plaines. Ça, c'est pas mal général. J'adore cette carte-là et vous pouvez aller, si vous voulez, explorer, aller sur le site Internet de Soave parce qu'ils ont toutes les cartes et beaucoup plus d'explications sur les types de sols qui est fascinant. Alors, vous voyez ici, là, on voit que dans l'est de la région, on a plus les collines. Hein, et dans les collines, on a vraiment ici, hein, on a les sols plus volcaniques, le basalte. Ici, on a plus de calcaire. Et des fois, il va y avoir des couches qui vont se mélanger. Sur les plaines, par exemple, les plaines calcaires, des fois, on va avoir... Sur les plaines, on a beaucoup. Hein? On a eu des inondations, on a des sols qui sont descendus des collines et qui nous ont amené des alluvions. Donc, les alluvions, généralement, c'est plus fertile. Mais on va aussi avoir, dans les plaines, aussi des strates... la profondeur va varier. Donc, vraiment, si vous voulez aller là, pousser sur toutes les couches de sol, aller sur le site, c'est hyper intéressant. Mais je reviens au point de départ. En général, comment s'expriment les vins? C'est qu'en général, sur les sols volcaniques, on aura cette trajectoire plus minérale, complexe. On dit aussi qu'on a, ça j'avais jamais vu ça avant, mais on dit qu'on a certaines arômes de cerise. Et là, je vais aller chercher le mot parce que c'est une composition dans le sol, en fait, qui benzénoïde. Donc, on a des benzénoïdes dans les strates de basalte qui fait en sorte que, naturellement, les vins, on va avoir plus d'arômes de cannelle, de cerise. Alors, ça, c'est intéressant. Dans les sols calcaires, on aura justement plus de fruits exotiques, plus de fruits mûrs et exotiques, mais on a quand même les agrumes, puis on a aussi une certaine élégance, mais un peu plus fruitée. Je trouve aussi que le côté minéral du sol volcanique, lorsque vous avez la chance de goûter à des millésimes plus vieux, plus anciens sur des sols volcaniques, le côté un peu salin minéral ressort vraiment beaucoup avec l'âge. Donc ça, c'est aussi intéressant. Donc, deux expressions aussi intéressantes, juste différentes. Mais les notes d'amande, les notes toujours présentes, quelque chose de peut-être plus linéaire sur les sols peut-être plus ronds, sur les sols calcaires. Mais les vins, pour moi, de Soave, c'est aussi beaucoup la texture. Hein. Il y a beaucoup de texture, il y a beaucoup de matière, il y a de la rondeur, mais on a toujours l'acidité tranchante qui vient équilibrer tout ça et la minéralité. Donc ça, c'est vraiment là, des nuances magnifiques. Alors, je suis une geek des sols, donc j'aurais vu vous parler de ça pendant... On n'aurait pas fini après 1 heure, on serait resté là très longtemps. Mais on voit un petit peu plus ici toutes les strates, encore là. On voit aussi là, toutes les montagnes, on voit que c'est beaucoup plus des collines ici. Hein? Puis on voit aussi comment c'est possible. Si on est un producteur qui chevauche côte à côte, on peut avoir à la fois du calcaire et du volcanique. Alors voilà, on a ici ce que ça nous donne. Hein? Donc, cannelle, cerise, amande, une dimension un petit peu plus saline sur les terroirs volcaniques et les terroirs calcaires. Éléquence, finesse, plus de fruits exotiques. Plus léger aussi. Je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu plus compact
structure un peu plus serrée dans les vins qui sont issus de sols volcaniques, alors que oui, on est un peu plus léger en texture, un peu plus aérien sur les sols calcaires. Alors, si il y en a qui sont plus nouveaux dans le vin, il y en a qui sont plus anciens, vous avez sans doute vu les appellations changer. On va faire un petit retour sur ce qui se passe. La zone, hein, les soivés, DOC, c'est une appellation qui a été, on fait du vin bien avant 1968, mais la région de Soivey telle qu'elle est aujourd'hui a été délimitée en 1968. Et vous voyez, on a la région de Soivey Classico, qui est plus enfoncée ici. Lorsque vous voyez, ça vous le savez sans doute, lorsque vous voyez Classico sur une étiquette, en Italie, ça fait toujours référence à la zone originelle. Hein? Donc, à une époque, Soivey, c'était plus autour de la région de Classico. Éventuellement, on a élargi la zone. Classico fait plus référence à la zone originale qui était délimitée déjà en 1927. On reconnaissait la zone de Classico. Donc, qui est plus sur les collines. Donc, un instant, on a... Pardon. Donc, on a sur les collines Soivey Classico. On a ensuite, on va avoir Soivey... alors, il y a deux régions où est-ce qu'on a les collines. Hein? Il y a Classico, puis il y a Colli Scalligeri. Colli Scalligeri, on va avoir un petit peu plus d'altitude. Donc, ça, c'est les deux régions. Ensuite, on va avoir Soivey Superiore. On va aller voir tout à l'heure les décrets. Là. Le décret varie d'appellation en appellation. Et ensuite, on va parler de Recioto. Tout à l'heure aussi, on va se rappeler c'est quoi Recioto, qui est un vin de serre. OK? Puis, ensuite, on aura... voilà, on va juste aller voir ici. C'est un peu plus simple ici pour vous de voir la pyramide, là. Donc, au bas, on a Soivey DOC. Donc, minimum de 10,5 % d'alcool, 15 tonnes à l'hectare. Ça, c'est le maximum qu'on peut avoir. Et la région est beaucoup plus large. Généralement, ça va être beaucoup ce qui est issu des plaines dans la région. Donc, plus sur les alluvions, plus fertiles. Par contre, il y a des producteurs, parfois, qui vont peut-être déclassifier, peut-être qu'ils sont dans la région de Classico, puis qui veulent faire un Soivey plus d'entrée de gamme. Donc, ils vont faire une déclassification, puis ils vont le vendre sur le Soivey. Donc, ça aussi, c'est possible. Donc, c'est des vins qui sont à boire maintenant, qui sont sur la fraîcheur, qui sont assez simples, prêts à boire maintenant. Ensuite, sur les collines, on aura Soivey Classico et Soivey Colli Scalligeri. Alors, vous voyez, on a moins de tonnes à l'hectare de permis. On doit avoir un minimum d'alcool un peu plus élevé, donc plus petit rendement. Puis, on doit attendre un peu plus longtemps avant de le mettre en marché. Donc, on doit attendre jusqu'en février. Et en haut complètement, on a Soivey Superiore qui est fait de collines, mais il y a des exceptions. Quelques petites régions qui sont permis, qui sont à l'extérieur, mais en général, Superiore DOCG, on est sur les collines et là, on a moins de tonnes à l'hectare, donc on a 10 tonnes à l'hectare, un minimum de 12% d'alcool et on doit attendre un peu plus longtemps avant de le mettre en marché. Alors, Recioto de Soivey, c'est difficile de le trouver au Québec. Ils n'en font pas beaucoup non plus dans la région. Mais je vous invite, on doit redécouvrir l'art des vins doux. Hein? Les gens ne savent pas toujours comment boire les vins doux, quand les boire. Et je crois qu'il y a une éducation à faire autour de ça si vous travaillez avec les sommeliers dans la restauration, pour les consommateurs. Le Recioto qui voulait dire orecchio, oreille, ce qu'on faisait, c'était fait à partir des raisins les plus mûrs de la grappe. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la vendange des grappes entières. Puis on les laisse sécher dans un environnement généralement qui est contrôlé de 4 à 6 mois. Donc, évidemment, lorsque le raisin est sèche, il se déshydrate
Et on a, donc, lorsqu'on vient pour vinifier ces raisins-là, évidemment, on va avoir un taux de sucre élevé. Ça fait un vin dessert, un minimum de 14 % d'alcool. Donc, c'est vraiment des vins doux, des vins qui sont faits pour le dessert. Avec fromage, c'est absolument magnifique. Avec les tailles, c'est absolument magnifique. À l'apéro aussi. Hein? On a tendance souvent à penser au vin doux pour le dessert, mais les Français, par exemple, qui consomment beaucoup de Porto, prennent souvent les vins sucrés. Donc, quand tu vas dans la maison, des gens, et Cécile, je pense que vous le faites dans votre région, non? Cécile, que tu es là? Elle est peut-être partie. Mais les Français, à l'époque, souvent, tu arrivais dans les maisons et en apéro, avec des fromages. Donc, ça aussi, c'est une autre de le servir. C'est des notes qui... Et parfois, on va souvent le vinifier chêne. Donc, on va avoir cette pointe de vanille. Donc, on a des vins qui sont structurés, des notes de miel, de fruits séchés, puis des vanilles. Mais c'est vraiment des vins magnifiques. Là, j'en ai une bouteille encore à vin que j'utilise une fois de temps en temps pour me faire plaisir avec mon vin, parce que j'ai trouvé une demi-bouteille il y a 6 mois, je pense, à la SAQ. Donc, chers importateurs, je vous fais un appel. Il faut avoir plus de Recioto de Soave dans le marché. Vous voyez que c'est un DOCG. Si le Recioto vient de la région de Classico, on va l'ajouter à côté. On va dire Recioto de Soave Classico DOCG. C'est-tu magnifique? Donc, ça illustre très, très bien les collines de la région de Soave. Donc, on a, comme je vous le disais, lorsqu'on est plus à l'ouest, on a plus de plaines, mais magnifique. Donc, on peut comprendre toutes les nuances qu'on peut dans les vins parce qu'évidemment, les vignes qui sont plantées en altitude, puis plus à 50 mètres versus 300 mètres, 400 mètres, ça va être très différent. On va avoir aussi qui va être différente. On ajoute à ça le type de... Si on a du Guillot ou Pergola qui a aussi une influence, on ajoute à ça le type de son varié, bien, on a à travers le Garganega plein d'expressions, plein de nuances qui fait qu'on ne peut pas mettre les soivés toutes dans le même panier. Il y a vraiment beaucoup de nuances à découvrir. J'aime toujours mettre les fichiers, vous le savez, pour nous rappeler un peu c'est quoi la façon en ce moment. Donc, Soave produit en tout 47 millions de bouteilles. Évidemment, lorsqu'on regarde le Soave DOC, oui, c'est le Soave DOC. Ensuite, on voit Classico, Colise, Calgary, qui est plus au nord, plus en altitude, on en retrouve moins, et le supérieur. Et donc, et je pense que si vous allez à la SAQ, ce qu'on voit au tableau est un peu le reflet de ce qu'on voit aussi dans notre marché. Canada, 5 %, on a du travail à faire. Hein? Donc, on est juste 5 % de l'export. Donc, je pense que les Italiens, c'est impressionnant quand même, 29 %. Donc, chers Canadiens, on se doit de porter le flambeau du Soave. Et quand je le dis tout le temps à mes étudiants, vous avez été gênés tout à l'heure quand je vous ai parlé, mais généralement, quand j'enseigne le W7 puis je demande qu'est-ce que vous pensez du Soave, les gens ils disent « Ah, c'est un vin qui n'a pas beaucoup de personnalité, qui n'est pas hyper intéressant. » Puis je dis « Non, non, non. » Et là, on fait une dégustation à l'aveugle et je sors le Soave dans la dégustation à l'aveugle puis tout le monde l'aime. Je pense que, encore là, il y a beaucoup de travail pour lancer ce message-là. On va parler de... C'est des vins qui vont très, très bien à la table, qui sont versatiles, qui ont des belles nuances. Donc, on doit changer cette image que certains ont encore du Soave. Si certains d'entre vous l'avaient encore, imaginez-vous le consommateur qui va à la SAQ. Donc, aidez-moi à changer cette image du Soave. On va avoir Chiara qui va nous parler tout à l'heure. Je vais lui poser des crus parce que ça, c'est hyper intéressant. Officiel en 2019, donc c'est assez récent.
on a regardé, la plupart sont dans la région de Classico. On a identifié 3 unités géographiques qui sont uniques, qui ont, de par leur sol, de par la qualité des terroirs. Donc, les producteurs qui sont dans la région le savent très bien que ces crus-là se distinguent, que ces parcelles-là se distinguent par la qualité de leur terroir. Donc, on leur a donné le titre officiel cru, donc des unités géographiques. Et ça, c'est magnifique parce que on a vu tout à l'heure la photo, hein, je vous le montrais pour une raison, on a vu qu'il y a des orientations qui vont varier. Est-ce qu'on est plus orienté sud, sud-ouest, sud-est? C'est quoi l'altitude? Donc, les microclimats vont changer, on va avoir les sols qui vont changer. Donc ça, chaque cru va donner sa propre identité. Et en tout, il couvre à peu près 38% du terroir de Soavé pour un total de 270 hectares. Donc, évidemment, ce n'est pas la majorité, mais en 2019, on a produit 3,5 millions de bouteilles en 2019 de cru, ce qui est pas mineur. Donc, encore là, si vous avez des Soavé dans votre portfolio, moi, je le sais que puis je ne dis pas ça parce que j'enseigne pour le région de Soavé ce matin, mais vraiment, je suis fan de Soavé depuis très longtemps. Et je me souviens quand j'ai eu la chance de goûter à sur des grandes parcelles volcaniques à une époque, je vais à la SAQ, puis c'est difficile d'en trouver parce qu'ils viennent en spécialité par lot une fois de temps en temps. Mais il y a vraiment de la place. C'est de très, très grands vins. J'ai mis ça ici pour vous rappeler d'aller sur le site de Soavé. J'ai pris cette photo-là. C'est une photo d'écran que j'ai prise du site. Donc, vous pouvez aller vous amuser. Ça, c'est la liste des 33 crus. Donc, vous pouvez cliquer et avoir plus d'informations lorsque vous allez sur le site. Donc, ça, c'est peut-être que vous en reconnaissez déjà. Peut-être que vous avez déjà vu certains de ces noms avant. On va parler tout à l'heure de Pierre Opane qu'on voit dans le marché. Le Castel Tirreno, parfois on voit dans le marché. Donc, il y en a ici qu'on va goûter aussi un cru à la fin. Donc, il y en a qu'on voit parfois. Donc, ça, c'est intéressant. Vous pouvez aller sur le site et voir la composition des sols et ce qui fait chacun de ces crus uniques et différents. Là, je vais vous demander d'ouvrir vos micros parce que on parle de Soavé à la table. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup des Soavé. Il y a beaucoup, beaucoup de versatilité. L'été où je suis devenue obsédée, puis j'ai compris que les Soavé n'étaient pas les Soavé que je m'imaginais. Et j'ai compris les Soavé. Pour vrai, cet été-là, je buvais du Soavé avec tout, avec les frumages. J'habitais à Vancouver, on avait plein de frumages, donc avec les pétoncles, avec le flétan. Après, je faisais du poulet rôti, parfait. Je faisais du veau, parfait. Je faisais du porc, parfait. Parce qu'on a il y a du corps dans le Soavé, hein? Il y a une certaine texture, une rondeur, mais il y a toujours cette acidité qui vient donner le parfait équilibre. Puis après, on peut s'amuser si on arrive sur des terroirs plus précis, entre les terroirs volcaniques ou les terroirs calcaires, on aura plus de fruits exotiques ou plus de cerises, cannelle, salin. Donc, on peut s'amuser aussi avec toutes ces nuances-là. Puis au dessert aussi, avec les fromages à pâte lavée, absolument magnifiques. Et si vous amenez plus de recioto dans le marché, évidemment, avec tout ce qui est fruits et aussi avec les fromages. Roxana, peut-être que tu peux nous partager, je ne sais pas, dans la région, toi, qu'est-ce que tu mangerais avec ton Soavé? Il faut allumer ton micro. Excusez-moi, Chiara est avec nous. Tu peux lui poser directement la question. Chiara, est-ce que tu... Welcome, Chiara. Hi. Hi, welcome. Hi, everyone. We'll switch in English just for this portion. I'm curious to see, and I'm going to ask you another question afterwards at the end about the cru, but I just want you to maybe share with us, in Italy, in your region, can you share what you would eat? What is the typical thing to have with Soavé in your region? Yes, the typical dish is the cod. Is the cod fish that is cooked with oil and milk, and it is called baccalà alla Vicentina.
that probably is the perfect pairing, and that's a traditional dish for the Veneto region. Then we have risotto with the peas, gnocchi with tomato sauce. Yes, we don't have in Veneto so complex and elaborated dishes, but the one that we have perfect pairing with Soave. And the best expression, the one that have more than 2 years and maybe they are matured in oak, they can be paired even if pork or with turkey or yes, with meat that is more probably complex taste. Thank you. Thank you. Thank you. I always like to ask, when someone is there from the region to share with us. Je voulais juste aussi, Chiara, I'll come back to you, but I just want to finish here and I'll come back to you at the end. I want to share a little bit what we have at SAQ. Je vais parler en français maintenant. Je voulais qu'on partage un peu ce qu'on a en ce moment à la SAQ. Ça m'a été donné par Roxana. Parce que c'est toujours intéressant de voir ce qu'on a, puis aussi peut-être vers quoi on peut donner plus d'emphase si on est un agent puis qu'on travaille avec des producteurs. Donc, on a quand même évidemment plus de soivés DOC, c'est la réalité. On a à peu près une demi-douzaine de parcellaires, on a une dizaine de crus puis une vingtaine de classico. Et j'aimerais dire que les parcellaires puis les crus, personnellement, je ne les vois pas très souvent. Ça vient souvent, ils viennent une fois par année. Je sais que c'est une question que la SAQ qui doit faire sa part et les mettre et donner un listing. Mais c'est quand même plus difficile de trouver les crus ou les parcellaires. On a surtout du classico et du soivé. Mais je dois dire que la qualité qu'on retrouve tant dans le soivé DOC qu'à classico, on est vraiment chanceux, on est quand même... donc, je vous ai mis juste pour vous donner une idée, là, les top 10, qu'est-ce qui vend le plus à la SAQ en ce moment. Vous avez les producteurs. Et on voit en bas, au total, ça c'est le total des ventes de tous les soivés à la SAQ. Fait que vous voyez là, ici, Catherine, tu peux me rappeler LYC? Catherine est partie, je pense. Last year and this year. Au début, c'est en caisse. La première section, c'est en caisse. Et après, c'est en dollars. OK, c'est ça, merci. Et j'avais un blanc de mémoire ici. Donc, voilà, c'est une catégorie qui réussit bien, mais moi, je pense qu'on pourrait quand même... il y a du travail à faire sur l'éducation, dans le sens que il faut que les gens aillent vers le soivé, pas parce que c'est un bon rapport qualité-prix, mais parce qu'ils savent qu'ils vont avoir la qualité. Et je pense que les gens qui achètent adoptent, mais je crois qu'il y a encore beaucoup d'éducation à faire en ce sens. C'est intéressant ici, si vous voyez, là, la Rocca de Pierre Opan, qui est absolument magnifique, qui est une parcelle sur du sol volcanique. Bien évidemment, on n'a pas autant de ventes. Donc voilà, il y a du travail à faire sur démystifier nos beaux soivés. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas les vins avec vous, mais je voudrais quand même vous parler de ces vins-là, même si vous n'avez pas avec vous, parce que je trouve qu'ils représentent très, très bien le soivé moderne, la qualité du soivé qu'on a aujourd'hui. Pour être honnête, moi, le premier soivé, c'est Roxana qui a suggéré que je le serve aujourd'hui, donc je suis allée le chercher à la SAQ et ça a été une magnifique découverte. Et si j'avais acheté un soivé comme ça il y a 25 ans, à ce prix-là, ça aurait goûté un vin blanc. Mais j'aurais pas eu nécessairement l'idée d'origine. J'ai pris ce vin-là, je me suis dit, wow, 14,75 $, magnifique, ça représente exactement soivé DOC, 100% Garganega. C'est le père et le fils qui travaillent ici. On est sur du sol volcanique. En fait, ils sont dans les collines de Monforte d'Alpone, qui est plus classique, la région de Classico au sud de Classico. Ils font aussi un soivé Classico, mais là, on a leur soivé d'entrée de gamme. La moyenne d'âge des vignes a 30 ans.
pour moi, là, je vous dis, si vous voulez, c'est magnifique. Vraiment, on est sur des arômes de poire, d'agrumes. Il y a quelque chose de salin qu'on retrouve justement des terroirs volcaniques. Entrée de gamme, cuvinox, simple, très facile à boire. Donc, je trouve que ça représente la région d'aujourd'hui, le Soave d'aujourd'hui, qui est moderne et qui fait des bons rapports, qui a été pris à tous les niveaux. Pierre Aupan, c'est le producteur à l'époque qui m'a fait tomber en amour avec la région parce que ça a été un des premiers, quand j'habitais dans l'Ouest, c'était un des premiers producteurs qualitatifs qu'on a commencé à voir, qui montrait justement ses parcellaires, qui montrait des soivets un peu plus vieux. Donc, ça a été, pour moi, Pierre Aupan, un des premiers producteurs qui m'a vraiment introduit au potentiel de vieillissement, en fait, du soivé. Et c'est intéressant, c'est dans la région Classico, mais parfois, vous voyez dans le marché ici, la Rocca, qui est une parcelle, et Calvarino. Et le Calvarino, on est plus sur du sol volcanique et la Rocca sur du sol calcaire. Donc, c'est intéressant quand vous avez la chance de déguster les cuvées côte à côte. On peut comparer du même producteur, justement, l'expression. Ça, c'est le Classico qui est absolument magnifique, qui a de la texture, de l'onctuosité, mais qui est vraiment encore là équilibré par une belle acidité et un côté un peu salin. Ici, on a 4 générations. Puis on a ici l'altitude varie entre 100 et 300 mètres. Donc, on aura l'expression qui va varier lorsqu'on fait les vendanges. Donc, le tout fait un assemblage qui est très, très équilibré entre fraîcheur et on a une belle maturité aussi à la fois. Ça, c'est un bel exemple, en fait, c'est qu'ils ont à la fois du Guyot et du Pergola. Donc, je vous disais qu'il y a des producteurs qui ont les deux, hein, Pergola et Guyot. C'est un bel exemple. Pierre Aupan travaille sur les 2 types de sols, mais aussi des vignes en Guyot et des vignes en Pergola. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà goûté à Pierre Aupan, mais les cuvées plus La Rocca ou Calvarino? Non. Non? Je vous incite à le faire. Je ne sais pas s'il y en a en ce moment, mais si vous passez à la SAQ puis vous trouvez, achetez, puis même, je vous dirais, achetez 2 bouteilles, une maintenant à boire pour savoir c'est quoi quand c'est jeune. Mettez-la dans votre cellier, oubliez-la pour quelques années, puis vous allez découvrir quelque chose d'absolument extraordinaire. Donc, Pierre Aupan, ça a été un des producteurs qui a montré justement assez tôt hein, la qualité qu'on peut avoir dans la région. Filippi, on n'a pas trouvé, il n'y avait pas ce vin, malheureusement. Il vient souvent à la SAQ. Il ne l'a pas en ce moment parce que je pense que tout est pris en ce moment avec la COVID. Il y a beaucoup de vins qui ne sont pas encore mis, qui ne sont pas encore sortis des entrepôts, mais c'est un vin qui est souvent à la SAQ. Et ça, c'est intéressant. Si vous avez la chance de le découvrir, parce qu'on est sur Colli Scaligieri. Donc, on est plus au nord. Et dans cette région-là, c'est là qu'on a jusqu'à 400 mètres d'altitude. Donc, on a un petit peu plus d'altitude généralement. Eux sont jusqu'à 300 mètres. C'est un producteur qui est bio, qui travaille d'une façon... c'est Filippo Filippi qui travaille, qui est maintenant à la barre du domaine. Travail très naturel. Mais je vous dirais, le domaine est un peu il vacille un peu entre le côté moderne et traditionnel. Donc, ça, c'est intéressant. Les rendements sont élevés. On a des vignes qui sont généralement plus vieilles. Donc, la combinaison de vieilles vignes, de plus faible rendement, on travaille en bio, on travaille super bien. Donc, c'est vraiment aussi, comme Pierre Aupan, une des meilleures de la région. Donc, puis en fait, eux, c'est intéressant parce qu'ils ont 5 parcelles. Ils ont 5 parcelles et donc chaque parcelle se distingue par leur type de sol. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Ici, on est cette cuvée-là, particulièrement, c'est du sol volcanique, mais ils ont d'autres parcelles où est-ce que ça va être du calcaire. Donc, intéressant aussi, si vous avez la chance de goûter aux différentes cuvées de Filippi, on peut se promener puis faire un voyage entre les différents types de sols qu'on a dans la région.
Alors ça, si vous êtes pas gâtés aujourd'hui, on doit se gâter. On est dans une période assez difficile. Moi, je dis, faut survivre, faut se gâter. Alors, je vous encourage vraiment à aller chercher une bouteille de ça. Il en reste encore à la SAQ. Quel bijou! Quel bijou! J'étais super contente de voir qu'on avait ça à la SAQ. En fait, je ne savais pas. Et là, on a quelque chose de historique. On est à 15 générations d'histoire. On a une partie des vignes qui sont pré-phylloxériques. Donc, on a des très, très vieilles vignes qui ont survécu au phylloxéra. Le phylloxéra n'a jamais été là. C'est un 2015, donc il y en a qui vont peut-être dire, un Soavé 2015, ça veut juste dire que c'est pas vendu. Non. On a déjà 5 ans d'âge sur ce vin-là et je me suis levée tôt ce matin puis j'ai dégusté avant de vous parler. Puis on commence à retrouver justement le côté minéral qui est très présent, mais on commence à avoir ce côté noisette grillée dont je vous parlais, qu'on retrouve dans les Soavés, qui commencent à avoir un petit peu des notes tertiaires, qui est hyper, hyper intéressant. C'est vraiment un vin gastronomique. Le premier qu'on parlait, le Soavé DOC, on peut le prendre à l'apéro, on peut le prendre avec les salades, on peut le prendre seul. Le Classico, le Pierre aux Pannes, on peut le boire seul, mais déjà, c'est un vin qui a un petit peu plus d'ampleur, un petit peu. Donc ça, tous les accords dont on parlait. On arrive au Genie, d'une complexité, d'une finale en bouche qui est exceptionnelle. Moi, je pense à la volaille. Si vous faites, par exemple, un poulet rôti au citron, même un certain risotto aux champignons avec du parmesan pourrait être intéressant. Évidemment, les poissons, mais vraiment, c'est un vin qui est très complexe. Puis ce qui est hyper intéressant avec ce producteur-là, aujourd'hui, surtout à Montréal, il y a, en tout cas, entre autres à Montréal, il y a cet engouement pour les vins nature, pas de SO2. Ce producteur-là a commencé à arrêter d'utiliser du SO2 pendant la vinification en 1985. Donc, c'est un précurseur de ça, donc il y a très, très longtemps. Donc, Puis ici, les rendements, on est à 40 hectolitres par hectare. C'est très faible comme rendement. Donc, la combinaison de ces vieilles vignes, de petits rendements, on commence à avoir un peu d'âge sur ces vins-là. Vraiment, c'est un vin, si vous n'êtes pas encore convaincu que vous aimez le Soavé, vous allez tomber en amour. C'est absolument, absolument magnifique. Et ça nous donne un bel aperçu de ce qu'on a lorsqu'on est sur des grands terroirs, lorsqu'on est à faible rendement. Puis, on commence ici à avoir justement, un peu d'âge. Ici, on est sur des sols volcaniques, un peu de strates calcaires, mais on est surtout sur des sols volcaniques. J'aimerais laisser, en terminant, on va prendre aussi les questions, mais j'aimerais, en terminant, poser, en fait, peut-être Chiara. Chiara? Yes? I would like to take this opportunity maybe for you to share with us. Soavé has evolved a lot. When I started in the wine industry 25 years ago, it was not what it is today. And we're seeing more and more the quality and the terroir and the complexity. And we see that also on their shelves. Can you maybe talk a little bit about how you envision the future of Soavé and what you're doing? Because the cru, for example, is fairly new. So can you maybe see of that? Yeah, we started this zonation and this cru project over 20 years ago. And it was concluded in 2018 because we need to put together two things. One was the study of our terroir, that is not the study of the soils, but even of the altitudes, of the climate, and all the things that are in a French way called a cru. So it was not just, as in other part of Italy, drawing the borders of a geographic region. Was a study of a reason, and then we need to have our wineries awarded that they can be more than one winery
they use the same name for the same bottle. That in Italian, it is difficult to share things. It's really difficult. And in the future, you will find 6 labels of Foscarino, 4 labels for Castelcerino that you see with Filippi. Yeah, and 6 to 7 labels, for example, for Ronca Monte Calvarina. That's a very important job to do inside us, okay, to understand that we need to work together. So the cru system, so we call it geographic unit, because if you call it cru, the concept is quite different rather than the France. So we call them geographic unit. And then we have the vineyard, the single vineyard. So in the pyramid, there will be the geographic unit and the single vineyard. The single vineyard is a very small part. Is, for example, Calvarino, La Rocca, Contrada Salvarenza, single vineyard. The difference, and that's the main point, is that the geographic unit and the single vineyard has to be vinified and stored separately from the mass. So that's a complete revolution, because you can only use the grapes for that part of the appellation. So it is destined to be only for premium quality wines of Soave region. We are going to forget all the plain production in the communication and focusing only on the geographic unit and the single vineyard for the future. And that's for giving to you, to people that sell our wines, instruments, tools to communicate that we have a very high quality wine with a very fair price. How about, sorry. No, okay. I was going to ask, how about I'm thinking in French, the rules. Okay. Okay. Rules, will you, for example, do the yield have to be lower when it comes to the geographic units? No, in this moment, no. The geographic units are decided by the Italian law. Italian law said only that you have to draw the borders of a geographic unit. Is us that we decided, for example, in Barolo, okay, in Barolo they have the MEGA, the menzioni geografiche aggiuntive, but they've made the menzioni geografiche aggiuntive for all the appellations, and they have around 181. Yeah, we just choose the best places, so only on the hillside, and the choice was to do that geographic unit very little, so they can produce huge quantities on them, and that's already a reduction of production and a focus on the production. I don't know if in the future the rules may change, but it will be a consorzio action and not for Italian law. That's because we say Italian geographic units are different from France cru, because it's not made on yields or on quality. For Italian law is only a geographic border. So it is up to us to make it a quality, a quality thing. It's a very long job to do. But you've selected them because they were already superior sites, though. They are on the superior sites. Yeah. So you don't have any single vineyard or any geographic unit on the plain. Okay. Thank you so much. Thank you to you. Thank you. Je voudrais juste demander, je sais qu'il y en a qui devaient partir, mais il y en a qui sont encore là. Est-ce qu'il y a des questions que vous aimeriez poser? Il y a Chiara aussi qui est là, qui est la spécialiste. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Cécile, so there's a question here, Chiara, maybe that you want to answer. So one of the persons said, in terms of pricing, do you think that automatically when it's the parcel or cru, the price will be usually higher, right? Yes, the purpose is that. Yeah. I know that that is
for you that you have to buy and sell wines, but if you compare the quality of Soave wines with all white wines of the world, the prices are very, very low. We can say. Yeah, but the question was just in reference to the Soave VOC. So that was the question that someone just asked. I'm really No, even for the single vineyard of the geographic unit, and we have a price observatory, and we are comparing the prices of France and Australian and Chile and South African and Spanish, Italian, other, for example, Etna wines, and we have the lowest prices in the premium production. We talk about the premium production. Even the Genie was around $42, and it's pre-phylloxera vines, and so yes, we know that the best Etna wines goes out is a seller price of around €30. It's gone up a lot. Yeah. I'm just looking, I'm reading if there's other questions there. Je pense que c'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y en a qui ont leur micro et qui voudraient poser des questions? Non? Bon, ben écoutez, je voudrais remercier Roxana. Je voudrais remercier Catherine qui m'a laissé enseigner ce matin. Et depuis le début. Merci d'être encore là cette semaine. On va se revoir la semaine prochaine. On va se concentrer sur le rôle méridional la semaine prochaine. On va faire les nuances entre Côte-du-Rhône village et Côte-du-Rhône village, des villages. Donc, voilà. Donc, je vais... Est-ce que je peux intervenir une minute, s'il vous plaît? C'était pas prévu. Je voulais juste remercier à tout le monde de leur intérêt pour Soave et à Chiara de nous laisser une chambre de promouvoir Soave ici. Je voulais vous dire avant que le COVID nous frappe, au mois de février et au début du mois de mars, nous avons fait, en collaboration avec le département de formation de la SAQ, 5 journées de formation avec les caissiers vendeurs et les conseillers, donc 2 niveaux différents, intermédiaires et avancés. Et sachez qu'ils ont découvert, tout comme vous aujourd'hui, que Soave a une autre image, puis qu'ils vont vous poser des questions, ils vont vous dire qu'ils ont vu. Le présentateur, c'était un autre bon porteur du ballon, c'était Pierre-Alexis Soulière. Donc, sachez que dans les succursales, quand vous pourriez leur parler, ils vont vous mentionner qu'ils ont dégusté des bons Soaves et puis que c'est vrai, il n'y a pas assez sur le marché, qu'on pourrait faire beaucoup de choses. Vous allez voir beaucoup de promotions dans les prochains mois. Merci beaucoup. Merci. Merci, Michel. Merci. Merci, Michel. Merci, Chiara. Merci, Daniel. Merci beaucoup, Michel. Merci à vous. À la semaine prochaine. Merci, à bientôt à tout le monde. La semaine prochaine. Merci, Ma. Merci. Arrivederci. Ciao, grazie mille. Prego 2000.